Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Willebrand. Et pour parler de son diagnostic, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Johan Repessé. Bonjour professeur Repessé. Bonjour. Professeur Repessé, vous êtes hématologue, chef du service d'hématologie biologique du CHU de Caen-Normandie, coordonnateur du site constitutif de Caen, du centre de référence de la maladie de Willebrand, et vous faites également partie du groupe de rédacteurs du PNDS sur la maladie de Willebrand. Alors tout d'abord, professeur Repessé, quelles sont les principales circonstances de diagnostic de la maladie de Willebrand? Alors concernant les circonstances de diagnostic, elles peuvent être variables. Elles sont souvent en lien avec la présence de saignements que l'on appelle des symptômes hémorragiques, qui peuvent être variables et hétérogènes, allant de saignements de nez, qu'on appelle des épistaxis, des saignements de bouche, des gingivorragies, une tendance à faire des bleus facilement, ou avoir des saignements prolongés après des petites plaies ou des traumatismes légers. Chez la femme, il y a également la mise en évidence de règles abondantes, donc soit des règles trop longues ou des saignements en dehors des règles qui peuvent être de sévérité différente. En dehors de ces circonstances directement en lien avec des symptômes visibles, le diagnostic peut être fortuit lors de la réalisation d'un bilan de coagulation de façon systématique, par exemple dans une période préopératoire, avec la mise en évidence d'un déficit en facteur Willebrand. Et la troisième possibilité est de faire un diagnostic devant des antécédents familiaux de maladie de Willebrand, puisque cette maladie est une maladie génétique, avec la réalisation de bilans dans le cadre d'une enquête familiale. Et face à ces types de tableaux, comment s'effectue le diagnostic en lui-même de la maladie de Willebrand? Donc le diagnostic repose à la fois donc sur des signes cliniques dont je viens de vous parler rapidement, et également devant des éléments biologiques. Donc le diagnostic repose principalement sur la réalisation d'une prise de sang, sur laquelle des examens vont être réalisés, avec principalement le dosage de la protéine en elle-même, donc du facteur Willebrand, et l'évaluation de son activité. Il y a également un dosage de facteur 8, qui est une autre protéine de la coagulation, qui peut être déficitaire également dans la maladie de Willebrand. Et le diagnostic est porté lorsqu'il est mis en évidence un déficit, soit un déficit de la quantité de la protéine ou un déficit de la fonction de la protéine, qui est en faveur d'une maladie de Willebrand. Ensuite, des examens complémentaires sont nécessaires pour caractériser de façon plus fine la maladie de Willebrand. Et quels sont les diagnostics différentiels à écarter? Donc, il y a effectivement plusieurs diagnostics différentiels qui peuvent être évoqués. Donc, la maladie de Willebrand dont je viens de vous parler est une maladie génétique et il existe de rares cas de maladies de Willebrand qui sont qui sont dites acquises, donc des maladies qui ne sont pas génétiques et qui peuvent apparaître en association avec d'autres maladies comme des maladies cardiovasculaires ou des hémopathies, donc des maladies des cellules sanguines. Il y a aussi des maladies qui peuvent avoir des symptômes qui peuvent être assez proches, comme l'hémophilie A, donc l'hémophilie A mineure, l'hémophilie A modérée, où il y a également un déficit en facteur 8 qui est retrouvé assez fréquemment dans la maladie de Willebrand, donc ça fait partie des diagnostics différentiels à évoquer. Et il y a de très rares cas d'une autre maladie qui s'appelle la pseudo-maladie de Willebrand, qui est une pathologie de la plaquette et pas du tout du facteur Willebrand. Et une fois que le diagnostic est effectué, comment s'opère l'annonce diagnostique et quels conseils génétiques apporter aux patients? Donc l'annonce diagnostique est en général réalisée dans un centre spécialisé par un médecin expert de la maladie qui est souvent accompagné d'un infirmier spécialisé en éducation thérapeutique. Donc ces infirmiers travaillent dans les centres experts. Il y a lors de l'annonce diagnostique une présentation de la maladie et remise d'une carte permettant d'attester de la maladie de Willebrand et d'un carnet de suivi afin de pouvoir suivre les traitements reçus par le patient. Dans le cadre de cette consultation d'annonce, il y a également la reconnaissance d'une affection longue durée qui est réalisée par le médecin du centre. Et l'annonce diagnostique comporte des informations pour le patient et sa famille. Et compte tenu de la possible transmission de la maladie, il y a une information sur le risque de transmission aux enfants et également la nécessité de réaliser une enquête familiale. La maladie de Willebrand a principalement une transmission qui est dite autosomique dominante pour la grande majorité des cas de maladie de Willebrand, en dehors de la forme très sévère, la maladie de Willebrand de type 3, qui est autosomique récessive. Donc, il y a
un intérêt à initier des dépistages familiales désapparentés, notamment dans les formes les plus sévères, pour ne pas les méconnaître. C'est très clair. Alors pour conclure, professeur Repessé, vers qui orienter les patients pour leur prise en charge et leur suivi? Donc en France, il y a une structuration de centres experts permettant le diagnostic et le suivi des patients qui ont une maladie de Villebrand. Donc ces centres font partie d'une filière de soins appelée filière MEMO, qui dispose d'un site internet où les informations sont disponibles pour les patients. Et donc il y a des centres experts qui sont soit appelés centres de ressources et compétences pour les maladies hémorragiques rares dont fait partie la maladie de Villebrand, ou des centres ayant encore une expertise supplémentaire appelés centres de référence. Globalement, ces centres sont rattachés à des hôpitaux universitaires, des CHU en France, et permettent la prise en charge des patients, donc allant du diagnostic au suivi thérapeutique et la prise en charge en cas de chirurgie ou d'accident traumatique. Et ces centres font également le lien avec les autres professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients avec une maladie de Villebrand. Eh bien, merci infiniment, professeur Repessé, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la maladie de Villebrand. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.